Alors bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Donc la traditionnelle interview si j'étais président, et en plus vous êtes candidat à la présidentielle. Alors première question, si vous étiez président, quelle serait votre première mesure et pourquoi? La première mesure symbolique serait d'enlever le drapeau européen des édifices publics et de ne laisser que le drapeau français. Pour une raison très simple, c'est que l'essentiel de ma conviction, c'est que si l'on veut résoudre les problèmes enfin des Français, il faut en premier lieu se libérer de toute tutelle extérieure. Et je pense que symboliquement, je dirais ainsi, je n'ai qu'un maître, qui est le peuple français. Très bien, alors si vous étiez président, quelle serait votre stratégie générale pour notre pays? Là on va prendre un peu plus de temps naturellement. Se débarrasser des tutelles extérieures et intérieures. Remettre le pouvoir au service des Français. Car l'analyse que je fais depuis 30 ans, alternance de 81 avec François Mitterrand, c'est-à-dire la gauche, alternance Jacques Chirac, 95 à fracture sociale, alternance à droite avec Nicolas Sarkozy en 2007. Ces trois alternances ont échoué. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au fil du temps, les gouvernants ont scié la branche sur laquelle ils ont assis. Ils se sont amputés du pouvoir de changer les choses. Et le drame français, c'est ce pouvoir qui n'a plus le pouvoir. C'est ce décalage saisissant entre les engagements à l'occasion de chaque campagne présidentielle et la réalité de la marge de manœuvre dont disposent les présidents de la République. Cela ne sert absolument à rien de vouloir être candidat à la présidentielle dans le cadre d'aujourd'hui. Il faut donc, si l'on veut enfin apporter des résultats aux Français, si l'on veut enfin que les actes soient suivis de résultats, il faut reconsidérer le cadre. Il faut donc reprendre le pouvoir et le remettre au service de nos concitoyens. En un mot, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit du peuple français à disposer de lui-même. Et moi, je ne suis candidat que pour cela, parce que c'est le préalable à tout. Et c'est ma différence fondamentale avec les candidats que j'appelle du système, c'est-à-dire ces candidats du Parti Socialiste ou de l'UMP, qui ne font que gérer l'impuissance publique. C'est ça l'enjeu. Alors toute ma stratégie, et c'était un peu symbolique l'affaire du drapeau, mais elle est tout à fait symbolique de ce que je veux faire. Débarrasser la France des tutelles intérieures ou extérieures qui empêchent le pouvoir d'être au service de nos concitoyens. Alors cela peut prendre des positions très nettes. Cela veut dire par exemple dénoncer les traités européens pour renégocier. Cela veut dire s'affranchir de certaines règles de l'OMC. Cela veut dire sortir de l'euro. Cela veut dire casser la tutelle bancaire, séparer les banques d'investissement et les banques de détail. Cela veut dire mettre enfin un terme à la dictature de la grande distribution qui étouffe nos producteurs. Cela veut dire lutter contre le politiquement correct, etc., etc., etc. Donc ça, ce sont tous les freins, vous venez de nous faire une liste de tous les freins finalement à la France aujourd'hui, et quel genre d'accélérateur voyez-vous pour cette stratégie, c'est-à-dire quelle dynamique voulez-vous lancer? La dynamique, c'est que tout simplement à partir du moment où le pouvoir ne sera plus dans les mains de ceux qui ne recherchent pas l'intérêt de la France, mais à partir du moment où le pouvoir sera au service de l'intérêt général et de l'intérêt national, vous verrez les résultats très vite. Très vite, vous verrez les résultats. Comme lorsque le général de Gaulle est revenu en 1958, très vite on a vu les résultats. Notre pays a une capacité de rebond exceptionnelle. Simplement, il faut enfin gouverner en fonction du seul intérêt national. On verra thème par thème, mais par exemple, ma priorité absolue sera l'emploi, bien sûr, car tout découle de la capacité à créer à nouveau de la richesse. Pour créer de l'emploi en France, on sait ce qu'il faut faire. On le sait. Sortir de l'euro, mettre un terme au libre-échange déloyal qui nourrit les délocalisations, baisser les charges sur les PME et faire payer des impôts aux entreprises du CAC 40, inciter le secteur bancaire à être au service de l'économie réelle et non pas au service des marchés financiers, favoriser par une vraie politique industrielle des filières émergentes, coopérer avec nos partenaires d'ailleurs extérieurs aussi. Bref, on sait ce qu'il faut faire pour créer de l'emploi en France. Simplement, cela ne sert pas ceux qui aujourd'hui assurent une sorte de tutelle sur la France. C'est tout.
Par exemple, est-ce que vous lanceriez une politique de grands travaux? Oui, je me méfie beaucoup des grands. Les grands travaux, les grands projets, la grande pyramide, la grande bibliothèque. C'est assez curieux de voir que les pouvoirs qui ont été petits ont adoré mettre le mot grand devant leurs actes, peut-être en signe d'impuissance sur l'essentiel. Donc, pas besoin de parler de grands travaux, tout simplement gouverner au service de l'intérêt général et se fixer uniquement quelques priorités, très peu nombreuses. Je ne veux pas d'un catalogue à la Prévert. L'emploi, l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Oh là, on va en parler. Ouais. La sécurité et la justice et l'équilibre des territoires. Si déjà sur ces 4 thèmes centraux, on décoinçait la France, on ouvrait la porte avec la bonne clé, on aura déjà fait du travail. Alors on va les développer ces thèmes, mais je remarque tout de suite que tous ces thèmes couvrent la politique intérieure. Est-ce que vous souhaitez avoir aussi des priorités en termes de politique extérieure? Il ne peut y avoir de belles politiques extérieures indépendantes, ce que je souhaite, sortie de l'OTAN, renégociation des traités européens, nouvelle politique de la francophonie, que si la France est en état de marche. Ce que le général de Gaulle avait compris, un pays faible, surendetté, dépendant de l'extérieur, ne peut pas avoir une politique étrangère et de défense indépendante. Donc, bien sûr, j'ai, comme gaulliste, le souhait d'une politique étrangère indépendante. Mais il faut d'abord remettre de l'ordre dans la maison. Et toute la politique que je propose sur le plan de l'emploi est une politique d'indépendance nationale. C'est évident. Cela va sans le dire. Donc est-ce qu'on peut développer rapidement ces 4 priorités que vous avez dites? L'emploi, j'ai déjà développé. Voilà. C'est la sortie de l'euro qui est la clé de tout. Car on ne peut pas créer de l'emploi dans un pays dont la monnaie est surévaluée. C'est impossible. Donc il faut absolument sortir de l'euro, c'est la clé de tout. Ce n'est pas une condition suffisante. Attention, c'est un préalable. Après, il doit y avoir des mesures. J'ai plusieurs mesures très fortes, mesures toutes bêtes. La baisse de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis en France, qui existe dans quantité de pays, mais que jamais en France on a pu faire passer. J'ai la suppression de toute charge sociale pour le premier nouvel emploi des toutes petites entreprises de moins de 5 salariés, qui permettrait de créer dans l'artisanat au moins 200 000 emplois. J'ai encore une fois la mise sous tutelle des banques pour les remettre au service de l'intérêt général et de l'économie réelle, etc. Et puis les mesures internationales dont je vous ai parlé. Par exemple, sur les banques, quand même un sujet important, est-ce que si une banque fait faillite, vous êtes pour que l'État la renfloue ou pas? Si une banque fait faillite, je suis pour que l'État la renfloue à la condition d'en devenir propriétaire. Et ne la renfloue pas à toutes, obligatoirement. Il n'est pas question dans mon esprit d'abîmer l'épargne des Français. En revanche, ce qui a été fait de renflouer sans donner de conditions est inacceptable. Donc, la liberté d'entreprendre, c'est aussi d'assumer son risque. Mais il ne faut pas non plus mettre en cause l'épargne des Français. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et le juste milieu, c'est 2 réformes fondamentales. La séparation définitive des banques d'investissement et des banques de détail. C'est le préalable à tout. C'est le Glass-Steagall. Exactement. Ce qu'aucun des chefs d'État n'a aujourd'hui voulu faire. Qui est la condition de tout. Il faut que l'argent des Français, des épargnants, il faut que l'argent des entreprises ne soit pas joué sur les marchés financiers. C'est tout. Seule cette séparation peut garantir la suite. Et puis je suis pour la nationalisation d'un établissement bancaire pour rétablir la concurrence entre eux. Ces 2 mesures prises, vous verrez qu'il n'y aura plus 2 milliards d'euros donnés par an aux traders au détriment des artisans. Vous verrez qu'on pourra à nouveau financer l'économie réelle. Je suis pour qu'on revienne aux lois de l'économie réelle et qu'on sorte du caractère fictif de l'économie financière. C'est un préalable indispensable. Alors, autre sujet, donc la sécurité. La sécurité, c'est très simple, appliquer la loi et la faire respecter en exécutant les peines de justice. Supprimer les remises de peine, voilà. Construire 20 000 places de prison pour revenir au niveau de l'Angleterre, 85 000, on est à 65 000, supprimer la loi de 2009 que ce pouvoir de l'UMP a mis en œuvre, c'est-à-dire la loi qui supprime toute peine de prison pour les condamnations à 2 ans ferme, et moins, recruter les 10 000 policiers gendarmes qui ont été supprimés depuis 3 ans, et vous verrez que très vite on peut rétablir l'ordre en France. Rétablir bien sûr les frontières, et aussi rétablir la double peine, c'est-à-dire expulser les étrangers qui commettent des délits graves, définitivement du territoire français.
Et un exemple assez concret, est-ce que vous seriez pour que la police municipale soit armée? Ça n'a rien à voir. Moi, je crois à la police nationale. J'ai une police municipale. On peut armer les polices municipales. Ce n'est pas un drame. Il reste qu'il faut arrêter de faire maigrir la police nationale et de multiplier des polices différentes. La police municipale est là pour le bon ordre, la tranquillité publique. Elle n'est pas là pour remplacer la police nationale. Voilà. Alors, autre thème, parmi les 4 que vous donniez, donc emploi, sécurité... École. C'est peut-être le plus important. Réapprendre à lire et à écrire et à compter à l'école primaire de la République. Rétablir la discipline Mais alors, dans nos écoles. Parce que c'est important. C'est fondé par un référendum. Ah. D'ailleurs, sur chacun de ces points, il y aura un référendum. Parce que je ne crois pas qu'on puisse lutter contre la pensée unique qui asphyxie notre Parlement autrement que par la voix du peuple. Donc il faut un référendum. Référendum sur une réforme scolaire fondamentale, rétablissement de la méthode analytique pour apprendre à écrire et à lire, ce qui me paraît à lire surtout, qui est l'élémentaire. Renforcement des horaires du français pour revenir aux horaires de 1969, 16 heures par semaine. Donner à chaque élève la liberté de comprendre. Ne pas en faire des consommateurs mais des citoyens. Reprendre tout l'esprit de l'école de Jules Ferry. Moderniser bien sûr, adapté au XXIe siècle, il ne s'agit pas de revenir en arrière. Mais ce qui se passe aujourd'hui est scandaleux, puisque ce sont les plus défavorisés qui sont victimes du laxisme général. Et il faut absolument remettre l'école publique sur ses bases républicaines. Et que pensez-vous des professeurs qui sont régulièrement absents Il faut bien sûr là-dessus être beaucoup plus sévère, mais attention, on ne redressera l'école publique qu'en s'appuyant sur ses enseignants. Et aujourd'hui, je constate que les enseignants en ont assez du laxisme général et de la perte de repères de l'éducation nationale. D'un côté, le laxisme bobo de la gauche, de l'autre, la privatisation rampante de l'éducation nationale par la droite. Ni l'un ni l'autre n'ont la solution. La solution réside dans une école exigeante du mérite et de l'effort, basée sur des concours nationaux, sur un effort et sur des critères nationaux. Je ne crois pas un instant à la privatisation et à l'autonomie des établissements qui n'est que l'aboutissement d'un système à l'anglo-saxonne qui aboutit à des écoles publiques lamentables et à une ruée vers les écoles privées. Et justement, est-ce que vous encourageriez la création d'écoles privées ou au contraire, est-ce que vous chercheriez à la freiner? Ni l'un ni l'autre. Le compromis actuel est le bon. Il faut qu'il y ait de la concurrence, mais il ne faut pas oublier l'école publique qui doit être le fer de lance de la reconquête. C'est donner une chance à chaque Français. Et donc, 4e thème. L'équilibre des territoires. On a un territoire merveilleux, d'une diversité incroyable, première destination touristique, le plus beau patrimoine du monde, et il est abandonné. Tout est fait pour l'Île-de-France et les métropoles, sachant que en Île-de-France on vit mal et dans les métropoles aussi, on entasse toujours plus d'habitants, alors même que tout l'effort devrait être vers une politique d'équilibre des territoires. Cela veut dire conforter l'indépendance et la liberté des communes, alors qu'aujourd'hui on les enferme, défendre notre agriculture, notre monde rural, alors qu'on peut très bien, par exemple, refixer un prix indicatif du lait pour que les éleveurs puissent survivre, vivre, maintenir les écoles en milieu rural, parce qu'aujourd'hui on mène une politique de fermeture scandaleuse qui coûte plus cher, à cause du fait que le ramassage scolaire, qui coûte très cher le transport scolaire. Bref, redonner vie à tous les éléments qui forment la vitalité du monde rural, qui est un atout fabuleux pour notre pays. Arrêter cette pensée unique qui veut tout niveler, tout uniformiser. On a des terroirs qui doivent vivre, et c'est extrêmement important. Bien, alors c'était la question évidemment la plus longue de tout l'entretien. Oui. Maintenant, on va pouvoir dérouler un peu plus rapidement sur les 7 autres questions. Donc. Alors, si vous aviez à résumer votre stratégie en un mot, quel serait-il et pourquoi? Droit du peuple français à disposer de lui-même. Voilà. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et oui, c'est le seul pays qui ne se l'applique pas à lui-même. Il le prêche pour le monde entier, mais ne se l'applique pas à lui-même. Et tout procède de là. Est-ce que les Français vont retrouver la volonté de vouloir? Il n'y a aucune fatalité à notre situation. La France a plein d'atouts. Le peuple français a quantité d'atouts. Il a toutes les capacités d'être un peuple qui obtient des résultats et qui maîtrise son destin. Encore faut-il qu'il accepte de le vouloir. Alors, vous en avez dit un mot, mais c'est une question pour tous les interviewés. Faut-il sortir de l'Union européenne pour retrouver une marge de manœuvre sur la monnaie, les frontières, les lois, la stratégie du pays, en bref, la politique? Il faut retrouver notre indépendance. Mais il n'y a pas besoin de sortir de l'Union européenne.
Je refuse ce choix. Il faut sortir l'Union européenne de notre destin. La France n'a pas à sortir. Le mari violent doit être sorti de la maison. C'est pas la femme humiliée qui doit partir de chez elle avec ses enfants sous le bras. Elle est chez elle. La France est chez elle. Donc il faut sortir la bureaucratie violente de Bruxelles. N'inversons pas les choses en dénonçant les traités. Ouais. Point barre. Nous sommes au cœur de l'Europe. Nous sommes européens. Moi, je n'ai aucun complexe. J'en ai assez de ce procès en sorcellerie où nous devrions choisir et quasiment déménager la France. Non, nous sommes au cœur de l'Europe. Nous voulons avoir de bonnes relations avec nos voisins, mais nous n'acceptons plus cette tyrannie d'organisation illégitime depuis le référendum de 2005 et le traité de Lisbonne. Voilà. Donc, dénonciation des traités, retrouver nos frontières, sortir de l'euro, revoir tout le système de normes autour du marché unique, bâtir des coopérations entre nations libres pour créer, oui, une organisation interétatique européenne, mais qui respecte et qui s'appuie sur les nations et les peuples qui la composent. Bien, alors l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et un peuple, mais pour ce qui vous concerne, comment comptez-vous accéder au pouvoir? Par quelles alliances ou par quelles méthodes? Il n'y a pas besoin d'alliance quand on parle au peuple français. Par l'esprit de résistance et la conviction, mais ça prendra le temps qu'il faut. Lula, le président brésilien, sa première élection présidentielle, fait 1% des voix. Et ça a été le meilleur président. Obama a commencé à 1% des voix. Et donc, moi, je ne raisonne pas en fonction des alliances. Je présenterai un projet, j'aurai un discours différent, et on verra les Français qui se porteront sur moi. Au début, ce sera long et difficile, et vous verrez que peu à peu, l'oiseau fera son nid. Voilà. Bien. Alors, une série de 2 questions maintenant. Quelle est la première menace pour la France aujourd'hui et sa première opportunité? Sa première menace, c'est le doute sur elle-même. Le poison est en nous. Ce poison qu'on a inculqué aux Français. Vous n'êtes plus capable de. La France doit retrouver confiance en elle. Et mon boulot, c'est de lui dire justement, vous devez retrouver, vous avez tout pour réussir. Tout. Arrêtez de vous mettre les mains dans la tête. On vous a culpabilisé d'exister en tant que France, et on vous culpabilise d'avance de vouloir résister à ce nouvel ordre mondial qui n'est autre qu'une dictature de l'argent et de l'humiliation de l'homme. Soyez vous-même, France. Voilà. Vous êtes la patrie de certains universalismes, de le droit de l'homme. Vous êtes toute votre histoire est la preuve qu'un peuple, quelle que soit sa taille, peut exister par lui-même. Vous avez essaimé les plus belles idées dans le monde entier. Le drapeau tricolore fait vibrer encore dans tous les pays du monde. Et vous devriez rougir d'être vous-même, parce que vous n'êtes pas la solde d'une petite oligarchie qui veut dominer le monde. Voilà, donc le premier péril de la France, c'est le doute d'elle-même. C'est tout. Et donc sa première opportunité? C'est de retrouver confiance en elle-même. Et la France a tous les atouts pour réussir, à la condition de le vouloir et de fournir un effort. Mais l'effort ne viendra que quand on retrouvera la volonté de vouloir, dont parlait Marie-France Garot dans un très beau livre, son dernier livre. Alors, c'est ça, mais, oui. Pardonnez-moi d'insister, c'est ce qui est le plus difficile. Quelqu'un qui a une grave maladie, vous pouvez avoir les meilleurs médecins du monde, vous pouvez avoir les meilleures thérapies du monde. Si à un moment le malade ne se dit pas « j'ai envie de vivre », il ne sera pas guéri pour une maladie très grave. Et donc, moi je dois être le médecin qui dit à la France « je vais vous apporter un bon traitement, mais avant, je vais vous dire une chose, vous pouvez vivre. Et vous n'avez pas à rougir de ce que vous êtes. » C'est ça l'enjeu majeur. Et c'est ce qui me différencie d'une certaine droite qui se complaît dans le malheur et qui se lamente en permanence. Extrême droite aussi. Oui, j'aime pas le mot extrême parce que j'ai horreur de cette espèce de façon de diaboliser. La droite UMP me paraît beaucoup plus extrémiste et défaitiste qu'une certaine extrême droite parfois. Donc tout ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, il y a chez nous, dans une certaine droite,
une espèce de complaisance dans le malheur. Et je voudrais qu'on extirpe cela, parce que c'est ce qui sert ceux qui se servent de ce système pour se maintenir au pouvoir. Bien. Alors, question plus large, mais aussi intéressante. Est-ce que vous pensez que nous sommes en démocratie? Bien sûr que non, nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes dans l'après-démocratie, comme disait Emmanuel Todd. Dans un mélange de systèmes oligarchiques, de fausses expertises et d'intérêts bien compris. Voilà, qui est en train de tuer la démocratie. Il y a eu la démocratie par la légitimité par Dieu. Il y a eu la légitimité par le suffrage universel. Et aujourd'hui, à travers la mondialisation, les élites et les oligarchies qui étaient furieuses d'avoir vu les peuples se révolter ont essayé d'inventer un nouveau système. Un mélange d'oligarchie, d'esprit consommateur, etc. Vous le voyez bien. Et donc il faut reconquérir notre démocratie. Mais ce que j'essaye d'expliquer depuis un certain temps, ça viendra, c'est que la reconquête démocratique ne peut passer que par la nation, qui est le seul cadre d'exercice réel de la démocratie. Ce qui n'interdit en rien des nations de coopérer. Mais l'illusion mondialiste des bons sentiments a permis d'endormir les peuples et de faire croire à des peuples que cette idéologie mondialiste était libératrice alors qu'elle les enferme dans la fin de la démocratie. Donc il faut bien faire comprendre à nos concitoyens que c'est que dans la nation qu'ils pourront retrouver la maîtrise de leur destin. Et est-ce qu'une forme de démocratie comme la démocratie directe ou semi-directe qui a lieu en Suisse au niveau national ou en Allemagne au niveau régional, l'Italie aussi au niveau régional et dans la moitié des États américains est une piste intéressante pour vous? Oui, fondamentale. Fondamentale. J'ai été un des premiers maires à organiser un référendum dans ma ville locale. Nous ne guérirons la France que par les référendums. C'est pourquoi j'ai proposé l'année dernière 5 référendums. Un sur la justice et la sécurité, un sur la sortie de l'euro, un sur l'école publique, et puis j'en oublie 2 autres, mais qui vont me revenir dans un instant. Mais vous les aviez proposés Je les ai proposés nationalement, bien sûr. Mais on ne débloquera pas la France sans référendum. C'est clair. Si je suis élu, puisque si j'étais président, si je suis élu, je gouvernerai par référendum, pour court-circuiter l'oligarchie, plutôt les oligarchies et les intérêts. En vérité, comme dans toute l'histoire de France, les intérêts, les féodalités de l'intérieur se sont alliés aux puissances de l'extérieur. Et les référendums... Et prennent en étau le pouvoir démocratique. Tout. Et le référendum est le seul moyen de repousser les féodalités intérieures et de désavouer les puissances extérieures qui veulent dicter leurs lois à la France. Et est-ce que ce serait le référendum d'inspiration gaulliste ou bien le référendum le référendum d'initiative populaire? Donc ça peut être les deux. Il faut oser. De toute façon, il n'y a que le référendum qui peut sauver la France, puisque le peuple n'a pas encore perdu tout bon sens et qu'il faut le réveiller. Eh bien, prenons le risque de le réveiller. Alors, 2 dernières questions qui vont ensemble. Qu'est-ce que le président de la République actuel a fait de mieux, selon vous, et qu'est-ce qu'il a fait de pire? Ce qu'il a fait de mieux, c'est de tomber les masques des intérêts qu'il sert. Il a été élu puisqu'il est apparu comme justement le produit d'un volontarisme. Et beaucoup de gens ont voté pour lui sincèrement en se disant « Ah bah lui, il va enfin nous sortir de là ». Cette impuissance publique justement qui gangrénait la République. Et en fait, il a tombé les masques puisqu'une fois élu, il a fait exactement l'inverse. Donc au moins, il y a le mérite de la franchise. Il ne pourra pas aborder la 2e élection avec cette imposture qu'il a mis en scène au cours de 2007. Voilà. Et alors, ce qu'il a fait de pire? Ce qu'il a fait de pire, c'est de violer la volonté populaire. Depuis Vichy, cela n'avait pas été fait. Par le traité de Lisbonne de 2007, qui reprenait la Constitution refusée par le peuple français par référendum, et il l'a fait voter par le Parlement, où sont allés se désodorer au congrès de Versailles l'UMP, les socialistes. Voilà. C'est un geste gravissime. J'ai été l'un des seuls à m'élever contre cela. J'ai même écrit un livre passé sous silence, le coup d'État simplifié, parce que c'était un coup d'État. Et c'est ce qui est le pire, et je pense que ça laissera beaucoup de traces. Nicolas Dupont-Aignan, merci. Merci à vous.